C'est difficile pour moi d'expliquer à des Allemands la beauté de la digitalisation, parce qu'ils n'ont pas encore découvert tous les avantages qu'elle procure. Je trouve ça absolument crucial. La digitalisation est là. Elle va progresser, mais c'est maintenant que nous, les démocraties, nous pouvons dire « c'est nous qui allons fixer la direction ». Les entreprises sont opaques, on ne sait pas qui est responsable. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des travailleurs. Ce dont l'Europe a besoin maintenant, c'est de ne pas rester prise en sandwich entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, ce qui en fait une véritable colonie numérique. L'Europe est à la croisée des chemins. Notre continent est confronté au plus grand défi qu'il a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les réponses que nous apporterons à ces questions urgentes seront décisives pour l'avenir des prochaines générations. Cette série part à la rencontre de celles et ceux qui préparent ce futur, bouleverse nos modes de vie et transforme nos paysages. Elle raconte un continent en pleine transformation, plus interconnecté que nous le pensons. Notre quotidien évolue à grande vitesse. Se parler, se voir, sortir, se diriger, travailler, notre vie entière est bouleversée par la révolution numérique. Cette transformation s'est encore accélérée avec la crise du Covid. Aujourd'hui, l'économie digitale croît 7 fois plus vite que le reste de l'économie. Les opportunités y semblent infinies. Mais ne sous-estimons pas nos limites. Dans le monde digital, notre continent est à la traîne. Aucun géant du web n'a vu le jour en Europe. Saurons-nous rattraper notre retard et prendre en main notre avenir numérique ? C'est après une séparation, du coup je me suis dit, bon j'essaye. Tout d'un coup il y a toutes les questions qui arrivent, qu'est-ce que je montre, comment moi je me présente et qu'est-ce que j'ai envie de faire passer. Donc ça c'était hyper difficile de créer ce profil. La ville était nouvelle pour moi. Je voulais rencontrer de nouvelles personnes et je suis trop timide pour aller dans un bar et dire aux gens « Bonjour, c'est moi, comment vas-tu ?» J'avais des amis qui voulaient que j'essaie de rebondir un peu après une fin de relation un peu difficile. Pour tout et n'importe quoi, nous cliquons, swipons, tapotons sur nos smartphones. De plus en plus, les applis organisent notre quotidien et même jusqu'à notre vie intime. Un Européen sur 10 utilise au moins une appli de rencontre. La partie chouette des applications, c'est effectivement de rencontrer des gens qui sont hors de mon cercle amical. Et il y a des fois, c'est le clash, d'arriver, de voir la personne et de se dire « Ah bah non, c'est pas possible ». On y trouve toutes sortes de personnes. Des gens qui cherchent un coup d'un soir, d'autres qui cherchent un ou une troisième partenaire pour eux-mêmes et leur petite amie. On trouve vraiment de tout. Le fait de pouvoir, de manière cachée, derrière son écran d'ordinateur, accéder, entre guillemets, à des centaines, voire des milliers de profils de jeunes femmes potentiellement intéressées. Il y a un côté presque surréaliste. Ça me rappelle les machines à sous avec ces images qui tournent et t'envoient un message quand tu as une combinaison gagnante. Ça correspond à notre désir de sexe et de relations intimes, tout en restant à l'affût de tout ce qu'il y a autour. Et ça peut être très addictif. Je pense que ça a profondément affecté la culture de la communauté gay. Je me rappelle quand Grindr a introduit sa technologie de géolocalisation. Vous allumez votre téléphone et vous voyez dans un rayon de 100 mètres où se trouvent précisément tous les hommes gays que vous pouvez potentiellement rencontrer. C'était un concept tout à fait nouveau et passionnant.
Avec Yulia, les choses que j'avais un peu ressenties dans nos échanges de messages se transformaient aussi dans la réalité. J'ai senti tout de suite qu'il y avait une vraie alchimie. Je pense que j'ai aimé la façon dont tu écrivais et répondais. C'était assez léger et facile. Mais c'était des heures de travail. Nous n'aurions probablement pas pu nous rencontrer sans l'application. Comment avez-vous décidé de quitter l'application après votre rencontre? Nous avons décidé que nous serions exclusifs. Et à un moment donné, un soir, je crois, on s'est dit « On ne l'a pas utilisé depuis genre un mois ou quelque chose comme ça, donc supprimons-la. » Et c'était terminé. Mais nous avons décidé de faire des captures d'écran. C'est vrai. Parce que si on les efface, elles restent sans doute quelque part sur un serveur auquel on n'a pas accès. Et donc, nous avons décidé de faire des captures d'écran de tous les messages que nous nous étions envoyés avant de nous rencontrer physiquement. C'est un peu de notre histoire. Connaissez-vous vos droits en matière de données personnelles? Absolument pas de mon côté. Non, pas du tout. Et vous? Absolument pas. Et vous? Je ne sais pas non plus. Ok. Une des choses que vous devez savoir, c'est que vous pouvez demander vos données à une plateforme, comme Tinder ou OkCupid. Même si on a supprimé l'application? Même si vous l'effacez, elle les garde un certain temps. Il y a plusieurs problèmes liés à la protection des données personnelles dans les applications de rencontres. Par exemple, aucune application ou très peu vérifie l'identité d'une personne. Donc on s'expose à des inconnus, on donne beaucoup d'informations sensibles sans savoir qui est de l'autre côté de la machine. Il m'est déjà arrivé qu'une des photos que j'avais partagées avec quelqu'un me revienne par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et j'ai dit à cette personne, en fait, c'est une photo de moi. Je ne suis pas identifiable, mais je sais que j'avais pris la photo. Je pense donc que les enjeux de vie privée sont une question très importante. Je garde mon visage séparé de mon matériel sexuellement explicite, au cas où quelqu'un le mettrait sur un blog et où ça resterait visible pour toujours. Les applications de rencontres sont devenues un lieu où on peut collecter des données sensibles et qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme le statut VIH, l'orientation sexuelle. Ces informations sont vendues à des tiers et aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur où sont stockées et comment ils sont gérées ces données. Les données sont le carburant des réseaux digitaux. Sans elles, rien ne marche. Mais ensuite, que deviennent-elles ?